Voilà, on recommence. Désolé, j'en peux plus. Bonjour, nous sommes des élèves de terminale. Nous nous sommes intéressés au fractionnement dans G en goutte, car c'est quelque chose que l'on constate tous les jours. Mais en tout cas, nous n'avons pas d'explication avant qu'on se penche sur ce sujet. Alors, comment un filet de l'eau qui paraît presque laminaire à l'œil nu peut changer complètement de forme et se détacher en gouttes? Pour répondre à la question, nous avons trouvé les compteurs physiques qui décrivent le fractionnement. Par exemple, la distance nécessaire pour que le jet se fractionne en gouttes depuis la sortie du robinet. Et nous avons modifié des paramètres pour voir s'il modifie le compteur physique, de façon à savoir s'il centrait le processus de fractionnement. C'est toutes ces démarches et les résultats qui en sont issus. Maintenant, on vous présente. Pour commencer, on peut voir si on ouvre le robinet avec un très faible débit, l'eau sort en goutte à goutte. Et puis en augmentant, le jet sort en continu, d'autant plus loin que le débit est grand. Donc là, vous pouvez voir la vidéo qu'on vient de voir, mais au ralenti. Ça va être un peu compliqué pour les personnes qui sont ici, désolé. Donc, nous sommes intéressés à cette partie de la cour. Cette première étude qualitative nous montre que la vitesse de l'écoulement est un paramètre qui intervient dans le fractionnement des jets. Nous avons alors voulu détailler le lien entre la vitesse de l'écoulement et la distance parcourue par le jet avant son fractionnement. Pour cela, nous avons utilisé ce grand récipient-ci que nous avons appelé jusqu'à l'unité 30, gradué en centimètres, puis que nous avons divisé en continu. Pour connaître la vitesse de l'écoulement au point de fractionnement, nous avons filmé, comme nous avons pu vous le montrer, la zone de fractionnement pour savoir à quelle distance cette dernière se situait du robinet. On pouvait alors appliquer la loi de Bernoulli, la racine carrée de 2GH plus la vitesse initiale au carré entre le robinet et la distance et le point de fractionnement, au point V. Quant à la vitesse de l'écoulement au point A, on pouvait l'obtenir, ici, le point A à la sortie du récipient, on pouvait l'obtenir en mesurant le volume écoulé au cours du temps, en le modélisant par une fonction, puis en le dérivant dans le but d'obtenir le débit volumique décrit au cours du temps. Ce débit nous a ensuite servi à avoir la vitesse donc à la sortie du récipient par la formule du débit volumique sur la surface de la section avec une section de 5 mm de diamètre. Bien. Connaissant la distance D parcourue par le jet avant son fractionnement, ainsi que la vitesse au point de fractionnement Vfrac, nous avons pu tracer D en fonction de Vfrac. Les résultats sont particulièrement intéressants. Ils montrent en effet une dépendance linéaire avec la vitesse de l'eau. Alors, cette dépendance n'est vraie que dans le domaine des vitesses que nous regardons. Le premier graphique que nous avons montré lors de cette présentation nous l'indique bien. On a donc la relation D est égale à K fois Vfrac plus D0, où, et c'est intéressant, K représente un temps. Nous avons essayé de lui donner un sens physique, mais pour le moment, nous ne sommes pas vraiment sûrs de à quoi il pourrait correspondre. Toutefois, le coefficient K participe à la description du phénomène. Nous sommes donc dit que s'il variait lors de la modification d'un paramètre, cela voudrait dire que le paramètre en question a une influence dans le phénomène étudié. Ce que l'on remarque aussi, c'est que plus la vitesse au point de fractionnement est grande, plus la distance de fractionnement est élevée. Nous avons pensé à 3 explications de ce phénomène. Premièrement, la vitesse, cela pourrait venir du fait qu'en accélérant, le jet, l'eau passe d'un régime laminaire à un régime turbulent, sa vitesse augmentant, ce qui pourrait contribuer à son fractionnement. Ou alors, ce sont les caractéristiques géométriques du jet, notamment son diamètre, qui font qu'à un certain point, le jet peut fractionner. Ou alors, cela pourrait venir du fait que le phénomène de fractionnement prend un certain temps. En augmentant la vitesse de l'eau, celle-ci parcourrait donc une plus grande distance pendant le même temps. Concernant la première hypothèse, nous avons pu observer à l'aide d'une caméra Phantom V2640 de très haute résolution à l'Institut P' de l'Université de Poitiers, avec M. Bélanger qui travaille en tant qu'ingénieur d'études. Eh bien, nous avons pu observer avec cette caméra qu'en sortie de l'embout, le jet n'était pas parfaitement laminaire.
il s'est trouvé déjà, comme vous pouvez le voir, dans une sorte de régime transitoire. Nous avons donc essayé de calculer un nombre de Reynolds pour cet écoulement, mais il s'est avéré compliqué d'en calculer un, puisqu'il se calcule habituellement pour des écoulements dans des conduites, pour des jets dans des conduites, c'est-à-dire pour des écoulements, pour des jets gardant tout le temps la même taille de diamètre. Nous ne pensons donc pas que le fractionnement du jet découle d'un changement de régime de l'écoulement de l'eau. On pense alors que les deux autres hypothèses sont plus crédibles, car en effet, le long du filet d'eau, le diamètre du jet diminue, comme vous pouvez le voir sur cette représentation. Et cela peut être dû à une vitesse qui augmente sous l'effet de la pesanteur. On pense également qu'une fois un certain diamètre minimal donné obtenu, eh bien, les forces de tension superficielles seraient telles qu'à cet endroit, le jet se fractionne en gouttes. Il semblerait alors qu'il y ait deux grandeurs physiques importantes à étudier ensemble pour mieux comprendre le phénomène de fractionnement d'un jet en gouttes. Et ces deux grandeurs physiques sont la vitesse de l'écoulement avec le diamètre du jet. Voyons maintenant le rôle de chacune de ces deux grandeurs dans le phénomène de fractionnement. Nous avons tenté une approche énergétique. Pour cela, nous avons calculé l'énergie de surface qui est liée au diamètre et l'énergie de cinétique qui est liée à la vitesse. Et pour cela et plus de sens, nous avons calculé l'énergie par unité de volume. Et nous avons mesuré pour différentes odeurs dans le récipient le diamètre du jet en fonction de la odeur. Et nous avons tracé l'évolution de ces énergies en fonction de la distance par rapport à l'embout du robinet. Et les courbes obtenues montrent que le jet se déforme et commence à présenter des boussouflures dès que H est grand, c'est-à-dire la vitesse de l'eau est grande. Et on remarque sur ce graphique que la déformation du jet à l'origine de son fractionnement se produit à des distances d'autant plus faibles que l'énergie de surface est grande. Par exemple, pour une odeur de 30 cm dans le récipient, on voit son énergie de surface au moment de la déformation est plus faible de celle obtenue pour une odeur égale à 1 cm. C'est cohérent car la plus grande énergie de surface peut facilement déformer la surface du jet. Par contre, pour un jet de diamètre plus gros et donc d'énergie de surface par unité de volume plus faible, il faut que D soit plus grand et que H soit également plus grand pour que le jet fractionne. Ce qui traduit alors la nécessité d'avoir une vitesse plus grande pour que le jet se fractionne en gouttes. Et donc, contrairement à l'une de nos hypothèses formulées précédemment, le jet ne fractionne pas pour une valeur fixe du diamètre du jet. Ce qui découle de cette étude, c'est que l'énergie cinétique et l'énergie de surface semblent donc indissociables dans le processus qui conduit au fractionnement, le jet en gouttes. Et même si ces deux grandeurs physiques interviennent dans le processus, on peut pressentir que pour des faibles diamètres du jet, la vitesse ne doit pas être nécessairement grande, ce sont les forces de tension superficielle qui ont piloté le processus de fractionnement. Alors que pour des diamètres de jet plus gros, la vitesse aura un poids plus conséquent dans le processus. Même si, au final, le fractionnement de l'eau est toujours dû, jusqu'ici, aux forces de tension superficielle. Toujours pour rester dans la mesure du diamètre du jet, on a constaté que l'écoulement était déformé, qu'il présentait une ondulation qui avait une allure périodique. Nous avons voulu savoir qu'est-ce que nous pourrions exploiter en explorant cette piste. Autrement dit, on s'est posé la question, est-ce que le fractionnement du jet ne serait pas en partie engendré par la propagation d'une onde à la surface du jet? Pour cela, nous avons observé un jet à une hauteur fixe et mesuré son diamètre au cours du temps. On voit alors que le diamètre évolue avec une période temporelle environ égale à 14 millisecondes. De même, en restant à la même hauteur, nous avons mesuré la période spatiale, qui est environ de 2,4 cm. Dans l'hypothèse où une onde se propagerait à la surface du jet, sa célérité serait donc d'environ 1,7 mètres par seconde. Or, en calculant la vitesse de l'eau à cette hauteur-là, on retombe aussi sur une vitesse de 1,7 mètres par seconde, c'est-à-dire la même que la célérité qu'aurait cette onde. Par conséquent, dans le référentiel du jet,
l'état vibratoire à une certaine distance dans le jet ne varierait pas dans le temps. On pourrait alors très bien imaginer une expérience au cours de laquelle nous déposerions un filet d'eau régulier sur une surface parfaitement horizontale et on regarderait si au bout d'un certain temps, la géométrie de ce jet présente des déformations, en faisant par exemple apparaître des boursouflures. On peut le voir sur cette image. Nous essaierons de réaliser cette expérience prochainement. Pour revenir à nos mesures, nous avons fait de nouvelles mesures pour différentes hauteurs h d'eau dans la cuve et nous avons toujours fini avec le même constat qu'Armand vient de vous donner. Il semblerait alors qu'on puisse interpréter le phénomène de fractionnement de l'eau comme une onde de capillarité. Ce qui n'est donc pas sans rapport avec l'approche énergétique dont nous vous avons parlé auparavant, puisque les ondes de capillarité font elles aussi intervenir les forces de tension superficielle. Bref, on a déjà bien avancé dans l'étude et la compréhension de notre phénomène, et on a donc voulu poursuivre nos investigations en modifiant les paramètres d'une autre façon. Donc pour commencer, on a modifié le diamètre de l'embout de sortie du récipient, et c'est donc reparti pour une nouvelle série de mesures. On a ainsi tracé le graphique de la distance parcourue par le jet avant son fractionnement en goutte en fonction de la vitesse au point de fractionnement. L'embout utilisé est ici un embout de 1,5 mm de diamètre au lieu de 5 dans l'expérience précédente. Tout d'abord, on voit que l'on obtient quelque chose de différent par rapport à l'expérience précédente, car la distance de fractionnement ne suit pas une évolution linéaire. Cependant, pour des faibles vitesses, on voit que tout semble se passer à peu près de la même façon qu'avec l'embout de 5 mm, donc justement avec une évolution linéaire, alors que pour les plus fortes vitesses, on s'en éloigne. Et d'autre part, on voit que pour des faibles vitesses du jet, la pente de la droite est 2 fois moins grande que celle obtenue avec l'embout de 5 mm, ce qui traduirait en quelque sorte un temps moyen de fractionnement plus court. Et à la limite, cela peut se comprendre, puisqu'en effet, avec cet embout de 1,5 mm de diamètre, le jet est plus fin. Ainsi, les forces de tension superficielle sont plus fortes, le jet fractionne plus tôt. Mais alors, pourquoi les choses changent pour une vitesse plus grande? Eh bien, pour tenter de comprendre ceci, nous allons superposer avec les mêmes graduations et avec les mêmes résultats, avec les mêmes échelles et avec les mêmes graduations, les deux résultats, c'est-à-dire ceux obtenus dans un premier temps avec l'embout de 5 mm et dans un second temps avec l'embout de 1,5 mm. Et en voyant cette superposition, on a vu que finalement, les points obtenus pour des vitesses supérieures à 2,2 mètres par seconde, pour le petit embout, semblent suivre une droite de même pente que celle pour le gros embout. Ainsi, cela signifie alors que, dans le cas de l'embout de 1,5 mm de diamètre, le jet fractionnait pour une certaine raison, pour des vitesses comprises entre 0 et 2,2 mètres par seconde, et le jet fractionnait pour une autre raison, pour des vitesses supérieures à 2,2 mètres par seconde. Et bien justement, pour ces vitesses supérieures à 2,2 mètres par seconde, on peut en déduire que le cheminement du processus conduit au fractionnement de jet en goutte est le même pour les deux embouts. Alors, est-ce que toutes ces hypothèses sont possibles? Eh bien, pourquoi pas? Pour de faibles vitesses avec le petit embout, la tension superficielle va agir vite et fort. Elle prendrait donc le dessus dans le processus de fractionnement. Pour des vitesses plus élevées, on reviendrait à la discussion tout à l'heure, selon laquelle plus la vitesse est élevée, plus il faut du temps pour que le processus de fractionnement fasse son œuvre. Mais dans tous les cas, le fractionnement se fait plus tôt, car le jet étant plus fin, les forces de tension superficielle vont agir plus fort sur le jet mince plutôt que sur le jet plus gros. On peut d'ailleurs conforter cette argumentation en regardant pour quelle vitesse minimale le jet fractionne. Si le jet fractionne plutôt avec l'embout de 1,5 mm plutôt qu'avec celui de 5 mm, c'est peut-être aussi parce que le gros filet n'est pas assez étiré, contrairement aux filets plus minces pour lesquels les forces de tension superficielle vont agir rapidement. Bref, pour de faibles vitesses et un petit embout, c'est la tension superficielle qui va prendre le dessus dans le processus, alors que pour des vitesses plus élevées ainsi qu'un plus gros embout, c'est la vitesse qui va influencer à quel moment la tension superficielle arrivera à fractionner le jet en goutte. Bon, cela fait depuis tout à l'heure que l'on n'arrête pas de parler de tension superficielle. On s'est donc demandé comment fractionner le jet d'un liquide ayant une tension superficielle différente de celle de l'eau. Et bien pour cela, nous avons préparé une solution de 8 litres d'eau savonneuse avec un titre volumique de 1% liquide vaisselle. Nous avons ensuite mesuré la tension superficielle de cette solution par la méthode de stalagmométrie et avons obtenu une tension superficielle de 40 nN par mètre, alors qu'elle est de 73 pour de l'eau.
L'avantage de n'avoir mis qu'1% de liquide vaisselle dans notre solution, c'est que nous avions une même masse volumique ainsi qu'une même viscosité, puisque les vitesses en sortie d'embout étaient les mêmes que celles de l'eau. Donc nous sommes repartis pour une série de mesures et voici ce que nous obtenons. Alors encore une fois, on voit quelque chose de nouveau. Et c'est bien sûr cet éparpillement des points pour des vitesses élevées. Et on ne sait pas à quoi c'est dû. On ne sait pas si cet éparpillement des points révèle quelque chose de physique ou si c'est d'origine statistique. Donc nous allons nous concentrer sur la première partie. Et nous l'avons comparé, toujours en faisant coïncider les unités des axes, à la courbe obtenue de la solution d'eau simple d'eau et de diamètre d'embout 5 mm. Et nous obtenons cette comparaison. On peut remarquer, et c'était prévisible d'ailleurs, que pour des mêmes vitesses, l'eau savonneuse fractionne plus loin que l'eau. Je dis c'était prévisible puisque l'eau savonneuse a une tension superficielle inférieure à celle de l'eau. Ce qui veut donc dire que les forces de tension superficielle présentes dans le jet d'eau savonneuse seront moins importantes que les forces de tension superficielle présentes dans le jet d'eau. Mais il nous semble qu'il y a d'autant plus intéressant à dire sur cette comparaison. En effet, on voit que la courbe de l'eau savonneuse n'est pas très éloignée de celle de l'eau. Ce qui voudrait dire, encore une fois, que le cheminement qui mène au processus de fractionnement des deux liquides serait le même. Or, l'eau savonneuse a une tension superficielle inférieure à celle de l'eau. Donc pour que l'eau savonneuse puisse fractionner, il faut d'abord que l'eau savonneuse prenne de la vitesse, et ce qui explique pourquoi l'eau savonneuse commence à fractionner pour des vitesses plus grandes que celles de l'eau. L'eau savonneuse commence à fractionner pour des vitesses supérieures ou égales à 2,1 mètres par seconde, alors que l'eau commence à fractionner pour des vitesses supérieures ou égales à 1,9 mètres par seconde. Mais cela ne change pas le fait que l'eau savonneuse et l'eau suivent le même cheminement qui mène au processus de fractionnement. Bref, cette étude menée avec le liquide d'eau savonneuse tend à confirmer nos hypothèses formulées jusqu'ici, même si en réalité on peut totalement se tromper dans nos analyses. Mais bon, on essaie d'être objectif, donc ce que l'on dit est au moins en partie juste. Toujours dans l'idée de chercher à valider nos hypothèses et nos raisonnements. Maintenant, nous avons à nouveau fait une série de mesures. Au lieu de couler de l'eau ou l'eau savonneuse, nous avons fait couler de l'huile. Tout d'abord, il faut noter que l'huile a une masse volumique légèrement différente de celle de l'eau et sa tension superficielle quasiment égale de celle de l'eau savonneuse utilisée. Donc, on voit son distance de fractionnement étant bien grande. Donc, il a fallu rajouter un étage dans nos dispositifs, un marche-pied pour le plus petit d'entre nous. Ensuite, nous avons tracé l'évolution de la distance parcourue par l'huile avant qu'il se fractionne en fonction de la vitesse au point de fractionnement. Et on a superposé ce graphique directement à celui de l'eau pour voir comment la viscosité peut intervenir le processus de fractionnement. Elle retarde énormément et la vitesse le liquide a atteint une vitesse minimale 3,4 mètres par seconde comparé à 1,1 mètre par seconde. Et si en plus on superpose à ces courbes celles obtenues avec l'eau savonneuse, on peut alors affirmer que c'est vraiment la viscosité qui est responsable du fait que le fractionnement de l'huile se fait pour des vitesses plus grandes, car l'huile et l'eau savonneuse ont des tensions superficielles assez voisines. Mais on a aussi fait quelque chose d'amusant et surtout d'intéressant. Nous avons modélisé la courbe de l'huile comme ceci, et si la distance de fractionnement évolue de la sorte, alors on pourrait dire que pour des jets d'huile de très faible vitesse, le fractionnement de l'huile ressemblerait au fractionnement de l'eau. C'est-à-dire que le processus de fractionnement serait dominé par la tension superficielle et non plus par la vitesse aux très faibles vitesses. Le fait que le fractionnement du jet soit fortement retardé avec une forte viscosité vient très certainement des frottements internes qui l'engendrent au sein même du liquide. En quelque sorte, si une portion d'huile tend à se déplacer par rapport à une autre, alors elle subira des frottements qui s'y opposeront. Pour conclure, on s'aperçoit qu'il est compliqué d'expliquer pleinement le phénomène de fractionnement, puisqu'il semble dépendre de différents paramètres, tels que la viscosité, la vitesse de l'écoulement, la taille du diamètre du jet, ou encore la tension superficielle. Même si à la fin, ce sera tout le temps les forces de tension superficielle qui vont venir fractionner le jet d'eau en gouttes. Même si ces forces de tension superficielle peuvent le faire assez rapidement, tout comme elles peuvent mettre plus de temps pour le faire, comme on l'a vu pour l'huile. Ça donne vraiment l'impression que certains paramètres
peuvent prendre le dessus par rapport à d'autres, suivant les conditions initiales et suivant l'endroit de l'écoulement. Quoi qu'il en soit, nous avons essayé d'être rigoureux dans nos expériences et nos analyses. Même si nous n'avons sûrement pas toutes les réponses à nos questions, nous avons beaucoup appris de nos investigations à propos du fractionnement du jet en cours. Pour finir, voici quelques images que nous avons filmées à l'Institut Pépin qui permet de visualiser la complexité et la beauté du phénomène. Merci pour votre attention. Merci. Merci à vous. Merci à vous pour cet exposé très intéressant. Nous allons poser quelques questions. Oui. Alors, je vais commencer.